les policiers sont les seules personnes disponibles pour combattre ce que certains appellent déjà la vague des crimes du silence. À quel moment exactement a-t-on perdu le contrôle des choses? Nous sommes à la fin de l'année 1983 et Kevin Eastman, alors âgé de 21 ans, est commis de cuisine dans un restaurant. Il galère et n'arrête pas de penser à une idée qu'il veut concrétiser avec son ami dessinateur Peter Laird, qu'il a rencontré dans un autocar et qui ont la même bande dessinée en main. Faudrait peut-être que quelqu'un lui dise que c'est nous les bons dans l'histoire. Ah ouais. Une idée? Le courant passe de suite et Kevin lui parle de sa passion pour l'auteur Stephen King, qui l'influence grandement. Peter, lui, étant fan du regretté Richard Corben au dessin, mais voilà, il galère dans ce monde implacable où trouver sa place est difficile. Ils vont avoir l'idée d'une tortue plutôt trapue avec un nunchaku. La tortue étant un animal très lent, faire de 4 tortues des mutants ninja ultra rapides les amuse beaucoup. Ce gars-là sait où Splinter est caché. Un petit fascicule sortira donc en noir et blanc à 3000 exemplaires avec l'aide de l'oncle d'Eastman, et dès l'apparition du numéro 2 en novembre 84, la bande dessinée va remporter un immense succès. Les tortues sont un hommage à Daredevil et le méchant Shredder et son clan des foot, un clin d'œil à la main, antagoniste de notre héros aveugle. Ils vont donc créer leur propre studio, Mirage, Mi-83, et avec le succès, les tortues apparaissent dans de nombreux magazines, dont certains sur l'enseignement des arts martiaux, présentés par ces fameuses tortues, et un jeu de rôle amusant avec de très belles figurines en plomb et un livret pour apprendre à les dessiner. Une ampleur qui ne soupçonne même pas et dont les réimpressions de BD deviennent absolument énormes jusqu'en 1996. Des cadrages habiles évoquant Sergio Leone comme les films de karaté et une ultra-violence qui ravit les fans. Les tortues vont aller vivre dans les égouts de New York et le style changera au fil des ans, passant de la science-fiction au polar, de l'espionnage à l'aventure, tout ça sous fond d'arts martiaux. Alors, ça va? Ça va. 4 tortues donc avec Leonardo, leader du groupe et maître du katana, Michelangelo, expert en nunchaku, Donatello, champion en beau staff et expert en informatique, et Raphaël, redoutable au saï. Je suis tombé sur un bocal de verre brisé et 4 bébés tortues. 4 petites tortues achetées dans un bocal et qui finiront dans les égouts suite à un accident, et avec elles un flacon contenant une substance radioactive. Les pauvres petits pataugeaient dans un étrange liquide verdâtre. 20 ans avant, Hamato Yoshi se fait tuer devant Splinter, un rat savant qui s'échappe et deviendra maître rat ninja. Mon maître Yoshi, j'imitais ses mouvements dans ma cage. Il va rencontrer les tortues et les former aux arts martiaux. Les noms Raphaël, Leonardo, Michelangelo et Donatello sont bien sûr ceux de 4 artistes majeurs de la Renaissance italienne, le peintre et architecte Raphaël, les peintres, sculpteurs, architectes Léonard de Vinci et Michel-Ange, et enfin le sculpteur Donatello. Leonardo, Michelangelo, Donatello, Raphaël. Ils auront à leur côté April O'Neil, journaliste, Casey Jones qui veut débarrasser la ville de la violence, Usagi Miyamoto, lapin samouraï, Leatherhead, crocodile mutant, le Fugitoïde, un scientifique dans un corps de robot, et René, maîtresse du temps, et tant d'autres. En méchant, c'est Shredder qui en est le principal ennemi, Baxter Stockman, un scientifique détraqué, et énormément d'autres derrière. Du succès de la bande dessinée aux autres médias, Ignora Campa, et un dessin animé d'abord. Tortue Ninja, les Chevaliers d'Écaille, qui sera diffusé d'abord sur Canal+, chez nous, 10 saisons et 193 épisodes. New Line ne sera pas en reste et va donc produire le premier film pour une sortie en 1990. Belle nuit, Vous êtes encore jeune, mais un jour, je ne serai plus là.
Dès la mise en chantier du film, les bruits courent très vite. Un premier script qui atteint un niveau de violence rare, voire interdit aux moins de 18 ans, mais avec la série animée, les concepteurs et producteurs se disent très vite qu'ils risquent d'y perdre énormément en public, notamment auprès des jeunes. De nombreuses réécritures vont donc être mises en route pour obtenir un PG-13, donc tout public, mais moins de 13 ans, seulement accompagnés de leurs parents. Derrière tout ça, Kevin Eastman et Peter Laird préparent le côté merchandising qu'ils savent absolument très important pour passer à côté. Un raz-de-marée donc de jouets, de gadgets en tout genre, de jeux vidéo et j'en passe. Par contre, convaincre la Golden Harvest créée par Raymond Chow sera une autre histoire. Ils veulent des stars dans les costumes alors que les stars sont les tortues et surtout comment y arriver avec une dizaine de millions de dollars seulement. Grâce à ce film, la Golden Harvest va pourtant devenir la société indépendante la plus fructueuse de l'année. Une sortie aux États-Unis en mars et chez nous donc en décembre nous permet à l'avance d'être vite intrigué vu le succès outre-Atlantique. Et c'est donc Steve Barron qui va être choisi pour la réalisation sortant de son petit succès Electric Dreams, où La Belle et l'ordinateur en français est encore pas sur toutes les affiches, un as du clip qui a réalisé entre autres Billie Jean de Michael Jackson et le Take On Me de A.A., en qui on a toute confiance. L'homme n'y connaît rien sur les comics et la Golden Harvest lui envoie les BD en lui demandant s'il sent qu'il pourrait et si oui, comment pourrait-il y arriver. L'idée l'excite un peu, non pas comme ça les deux obsédés du fond, et va se lancer sans jamais rencontrer Raymond Chow tout en étudiant les films de la firme. On pourra remarquer d'ailleurs la présence de Hongkongais pour régler les combats martiaux. Ils sont pour beaucoup dans la réussite du film et leur absence dans les suites se fera remarquer. Il va travailler sur le storyboard, il note les passages marquants de la bande dessinée et les mettre dans le film pour que les fans y retrouvent ces moments importants. Prenons la scène du combat dans l'appartement d'April par exemple. L'incendie de son appartement aussi. Viens. Tirez-vous les mecs, je m'occupe de cela. Et la fuite des tortues pour se reposer dans la maison de campagne. Tout ça provient du 4e recueil des aventures. Un des moments clés du film proviendra de la BD One Calls Me Myself I, dans lequel Raphaël se bat à Central Park contre Casey Jones, où ce dernier n'est ni gentil ni méchant, on ne le sait pas encore, mais propose un personnage à développer. Et t'es qui, toi? Une espèce de punk? Hein? Je déteste les punks, tu sais. Et dès la vision du film, du moins à l'époque en tout cas, c'est que bordel effectivement, niveau adaptation, les cases sont cochées. De plus, avec seulement 13,5 millions de budget, le résultat n'en est que plus impactant. Les personnages fonctionnent et mieux, on y croit. On se laisse emporter, on arrive à croire l'existence de 4 reptiles qui se tiennent sur leurs 2 jambes, humanoïdes donc, et un rat ninja mentor. Et je commençais leur formation, où je leur enseignais tout ce que j'avais appris de mon maître. On peut tout faire gober en bande dessinée, mais en film live, c'est quand même un autre problème. Moins de 2 ans se seront écoulés entre l'idée du film et sa sortie, c'est très rapide, sur ce genre de film en tout cas, mais Eastman et Laird surveillent tout afin que leurs personnages et le concept ne leur échappent pas et que les fans de la BD du dessin animé pourront se retrouver. Allez jeter un coup d'œil à l'entrepôt est de Learman Island. D'ailleurs, dans la VO, l'un des jeunes témoignant à la fin du film, Sam Rockwell, auprès du chef Stern, dit que la réponse à toutes leurs questions se trouve sur l'entrepôt de Learman Island. Check out the East Warehouse over Learman Island. C'est bien sûr un clin d'œil à Peter Laird et Kevin Eastman, créateurs du comic original. Sur le tournage, rien n'est aisé, cascadeurs et producteurs chinois doivent collaborer avec des Américains et des designers anglais, mais c'est ce qui donne justement au film son aura culte, assez proche du comics et loin d'être infantile. Certes, la violence y est aseptisée, mais ce sont les personnages qui vont compenser cela avec une écriture aux petits oignons. Je suis vraiment fier de vous, mes fils. Michelangelo en est l'exemple le plus probant, gardant la personnalité de la BD avec une gouaille sans pareil et un humour débridé et ravageur. Donatello, lui, est torturé tout en étant le génie de la BD. Leonardo, lui, le grand frère casse-burne. Et Raphaël, le vilain petit canard du groupe, toujours teigneux et cherchant son indépendance, voire se rebeller. Bref, on est loin du Howard le canard en adaptation. Après ce tournage exténuant où blessures et disputes seront le lot quotidien du réalisateur, Steve Barron ne rempilera pas sur les autres volets, trop épuisé et voulant
s'atteler à autre chose. Vous avez appris la dernière et plus grande vérité du ninja. De ces 13,5 millions de budget, nos tortues vont rapporter 200 millions à travers le monde, un réel putain de succès et plus d'1 million d'entrées en France. Oh, j'ai perdu un saï. Alors il n'est plus. Mais je peux le récupérer, Raphaël. Mais vous ne devez jamais cesser de pratiquer l'art du ninja. Pour les tortues, faire le choix d'appeler Jim Henson pour créer les costumes des tortues est peut-être la meilleure idée du studio. Marionnettiste américain et créateur du Muppet Show, c'est l'un des plus importants marionnettistes de l'histoire de la télévision moderne. Réalisateur et producteur de télévision et aussi de cinéma, il fonde aussi plusieurs sociétés, parmi lesquelles la Jim Henson Company, la Jim Henson Foundation et le Jim Henson's Creature Shop, où le design est confié à Ray Scott pour le film sur les tortues. On lui doit le fabuleux film Dark Crystal, co-réalisé avec Frank Oz, et Labyrinthe, culte pour beaucoup. Malgré le fait qu'il travaille en Grande-Bretagne alors que le film se tourne aux États-Unis, Henson, ne pouvant leur montrer le travail, envoie l'évolution des costumes par des VHS explicatives régulièrement. Le premier costume, non peint et à peine fini, est vite envoyé pour que les cascadeurs et comédiens fassent des essais dedans, et Steve Barron est bluffé par le travail sur la mousse de latex qui permet une grande liberté de mouvement. Jim Henson travaille encore sur les têtes en animatronics pour les expressions faciales. C'est grâce à lui et son équipe que le budget sera tenu et que le film pourra se faire d'ailleurs, sinon il restait dans une impasse et la seule solution était de tourner à Hong Kong, impensable pour l'équipe américaine. 6 semaines de préparation et 12 pour la création et pour tout réaliser, une véritable course contre la montre, mais Henson réussira à livrer les costumes le premier jour de tournage et un petit Splinter aux oignons magnifiques. Il est absolument génial en animation. Un vrai boulot de dingue donc, et une réelle avancée dans l'animatronique. 17 tortues sont à peu près construites, certaines articulées pour les scènes de dialogue et les autres pour les scènes d'action. C'est Brian Henson, le fils, John Stephenson, William Plant et Dave Osman qui se chargeront de ce travail impressionnant. Des pauses seront obligatoires vu la lourdeur et la chaleur à l'intérieur des costumes. De plus, ils arrivèrent à n'avoir besoin que d'un seul animateur par tortue, aidé bien sûr par un ordinateur avec les fonctions de la tête en mémoire. Malheureusement, Jim Henson décédera pendant le tournage et c'est son fils Brian donc qui prendra la relève. Maintenant, je vais finir ce que j'ai commencé avec ton oreille. Pas de star dans le film, en tout cas peu connu à l'époque. Elias Koteas, lui, a été grandement remarqué dans le film excellent, que dis-je, le grand putain d'excellent film pour teenagers, L'amour à l'envers ou Some Kind of Wonderful d'Howard Dutch, écrit et produit par John Hughes, où en Duncan, une sorte de voyou punk hilarant, nous donne des scènes fabuleuses. Eh, je vous l'ai déjà dit, les mecs. J'ai horreur que vous fassiez ça, compris? On le verra ensuite coup sur coup chez Coppola avec Jardin de Pierre et Tucker, La maison des otages de Michael Cimino, le superbe Exotica d'Atom Egoyan. Eh, je vous ai cherché absolument partout. Qu'est-ce que c'est? Salut. Salut. Crash de David Cronenberg, The Prophecy de Gregory Whedon, Bienvenue à Gattaca d'Andrew Niccol, La ligne rouge de Terrence Malick et plein d'autres qui me prendraient tellement de temps à vous dire. Je suis dans le même état que si j'avais traité Mike Tyson de tante. Et tout ce que vous dites, c'est salut. Il va passer une audition pour le rôle et remporte de suite les suffrages. C'est Philippe Vincent qui le double ici. Très bien. Allons-y. Passe devant, Louloute. Louloute. April O'Neil, elle, est interprétée par Judith Hogg. Elle avait joué dans le Cadillac Man de Roger Donaldson aux côtés de Robin Williams et c'est son énergie et sa nature éclectique qui vont séduire les producteurs et le réalisateur. Je vous demanderai pas de m'aider, même si vous étiez la dernière chose sur la surface de cette planète. Elle se présente gentiment. On la verra ensuite dans le Armageddon de Michael Bay et beaucoup de téléfilms et de séries. Céline Monsara, connue pour être la voix de Julia Roberts, fait sa voix ici. C'est l'heure de rentrer. Pas de vraie star pour les tortues, pas d'acteurs habitués au rôle costumé non plus. Et encore, et ils vont choisir des acteurs new-yorkais afin que le comportement et la gestuelle ressemblent aux gens de la ville, mis à part David Foreman en Leonardo, britannique, qui sert de mannequin pour Jim Henson et des essayages de costumes. On reverra l'acteur d'ailleurs en primate dans Greystock de Hugh Hudson ou Ready Player One de Steven Spielberg et sera un cascadeur sur de nombreux grands films. C'est Emmanuel Jacomi, la voix de Pierce Brosnan en version française, et Brian Tocci en VO.
L'on parle donc bien de langage du corps ici, pour les 3 autres. Par contre, Michelangelo est joué par Michelan Sisti et reviendra dans les 2 autres volets, ainsi que beaucoup de films et de séries à costume. Jean-François Vléric le double en français et Robbie Rist en VO. J'ai essayé de canaliser ta colère, Raphaël. Mais il t'en reste trop. Raphaël est interprété par George Paice, que l'on a vu dans Jackknife de David Jones, Préjudice de Steven Zaillian, Scream 3 de Wes Craven ou le Phone Game de Joel Schumacher. C'est Emmanuel Gomez de Cassette à la voix française. Donatello, lui, est interprété par Leif Tiden, vu de nombreuses séries, et c'est Serge Fallu qui le double en version française, et l'acteur culte Corey Feldman, Goonies et Génération perdue de son état, qui fait sa voix en VO. Chaque acteur incarnant une tortue ninja a droit à un caméo sans costume au cours du film. Michelangelo est livreur de pizza au début. 122. Leonardo est chef du gang dans l'entrepôt du Lerman Island. Donatello est le messager foot qui gifle April dans la station de métro. Je délivre un message. Et Raphaël est client dans le taxi lorsque Raph poursuit Kazé au début. Mais qu'est-ce que c'était que ça? Pour Oroku, Saki et Schrader, c'est James Saito qui joue le rôle. C'est lui. On le reverra dans la proie de J.F. Lawton avec Christophe Lambert, Une journée en enfer et Thomas Crown de John McTiernan, L'associé du diable de Taylor Hackford ou L'Odyssée de Pete Dunkley. Ce que vous voulez, les mecs, on l'a. Tout ce que vous voulez faire, faites-le. Et aussi en chef de gang, nous avons donc un jeune Sam Rockwell que l'on connaîtra pour ses rôles dans La Ligne verte de Franck Darabont, Charlie et ses drôles de dames de McGee, Three Billboards et les panneaux de la vengeance de Martin McDonagh, où sa performance du policier raciste lui vaudra de nombreuses critiques positives, et l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle en 2018. Aimes-tu des cigarettes? Ordinaire, menthol. On ajoutera bien sûr Galaxy Quest où il est hilarant de Dean Parizeau, Moon de Duncan Jones ou Iron Man 2 de Jon Favreau. Je ne t'ai pas vu depuis plusieurs jours. Et enfin Splinter est interprété par Kevin Clash qui jouera dans les 2 autres films et beaucoup de films de Muppets. Michel Modo fait sa voix française. Pour la musique, l'album de l'époque chez SBK comporte beaucoup de chansons de rap, techno ou du New Jack Swing et peu de morceaux de John Dupré. Des bootlegs existent pour les 3 films avec la musique complète heureusement. Dupré est un compositeur britannique qui vient du groupe Modern Dance et qui travaillera avec les Monty Python sur Le sens de la vie et connaîtra un petit succès sur le fabuleux Un poisson nommé Wanda de Charles Crichton dont il signe une belle musique. Sa musique ici est un mélange de son où action et humour se mélangent très bien, guitare, basse, batterie ainsi qu'une partie électronique qui nous plonge dans ce monde fou et déjanté. Plusieurs thèmes sortent du lot comme le crime wave, 4 notes menaçantes qui définissent les foot et leurs agissements. Toi, tu tombes mal. Oui, c'est ce que je vois. Et bien sûr celui des tortues mémorable, très 80s et qui le restera. Le thème de la sagesse pour Splinter est très réussi aussi, très méditatif et d'où sort une mélancolie plus que bienvenue. Usez de mon enseignement avec sagesse. Je suggère que nous méditions tous. Plus le film avance et plus la musique bien sûr devient de plus en plus sombre. Une musique réellement fun et décomplexée, comme le film d'ailleurs dont elle illustre toutes les images. Chaque thème sont utilisés de la meilleure des manières et en plus reste vraiment à l'écoute. Avec Un poisson nommé Wanda, Dupré signe sûrement sa meilleure composition ici et les musiques sortiront en 2018 chez Waxwork en vinyle. La mort vient pour chacun de nous, Oroku Saki. Disons-le de suite, ce sont les comédiens qui assurent le film. Malgré la Golden Harvest, on est loin des films produits par la firme. Les Tortues Ninja assurent leur côté drôle et sympathique et une animation absolument maîtrisée. Judith Hogg en April O'Neil et Elias Koteas en Casey Jones sont extrêmement bien adaptés et fidèles à la BD. Voudriez-vous la fermer, m'embrasser, ok? J'ai un reportage urgent à faire.
Bref, un plaisir loin d'être coupable en 1990, sauf pour les coincés du cul. Un film en practical qui même sur le tournage amènera le réalisateur à appeler des acteurs par leur nom dans le film, réel, palpable et mieux réussi que ce qui a été fait derrière. Quelqu'un a-t-il une idée de qui ou quoi qu'est-ce? Un projet fou donc, réussi donc, du comics en vrai pour les enfants et les adultes, personne n'est floué, une opération commerciale réussie et les personnages s'imposent d'eux-mêmes comme les héros contemporains sur un film rythmé, drôle, parfois irrévérencieux, où certes un esprit très américain ressort du film avec un habile mélange hongkongais qui en fait une œuvre unique que les suites n'atteindront jamais et qui n'oublie surtout pas de nous divertir. Alors certes, le revoir à 55 ans, c'est peut-être un peu compliqué, mais Les Tortues Ninja reste un bon film. C'est un film qui en plus à l'époque n'est pas attendu plus que ça, la surprise est double, une alchimie parfaite. Un vrai film donc des années 80, bien que sorti en 1990, une liberté de ton bienvenue, un film réussi qui mérite son 5,5 sur 6 en poil, Kowabunga. Voilà, je voulais parler de ce petit film parce que je l'avais vu en salle à l'époque, j'étais sorti, pas trop peiné, loin de ça, j'étais là, très très sympathique et je l'avais loué bien sûr un nombre de fois considérable pour le montrer à des gens qui soit n'y comprenaient rien, soit me demandaient si je n'étais pas devenu fou. Moi c'est un film qui m'amuse, je le trouve très drôle, les acteurs sont vraiment épatants, l'histoire elle tient le coup. Elle est simple, je vous l'accorde, mais 1h33, on n'a vraiment pas le temps de s'emmerder et c'est un film qui est presque parfait. Pas lui mettre un chef-d'œuvre non plus, mais qui est presque parfait. En tout cas, c'est une des meilleures adaptations de comics qui existent et j'espère que vous serez d'accord avec moi. J'attends bien sûr vos commentaires, n'hésitez pas à en parler, je vous réponds et je vous dis à très bientôt, au plus vite en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner et à sonner la petite cloche et je vous dis à bientôt. Bye bye. J'aime les femmes entreprenantes. Oui.